Dans Chronique des Indiens Guayakis, Clastre il égrène un à un des actes rituels allant de la naissance de l'enfant jusqu'à la mort de l'homme, et tout en passant en fait par le rite initiatique de l'enfant qui devient homme. Chaque moment de la vie ou fait du quotidien est quelque part associé à une légende ou à un mythe. Mais des fois, on voit que c'est d'une extrême violence. Euh, donc, euh, enfin, à titre d'exemple, il y a le moment où l'homme meurt. On tue l'une de ses filles pour qu'elle le rejoigne dans la savane des âmes, comme il appelle ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la place et du rôle des mythes et légendes dans les communautés primitives, et puis par la suite du rôle et de la place de la connaissance dans une communauté universelle? Alors, votre question est intéressante parce que je la retrouve assez souvent, à la fois dans mon parcours théorique, quand je creuse à partir de Hegel, à partir de Marx, et quand j'ai des correspondants qui, à partir de ce que l'on a pu découvrir sur le terrain, désignent ce que vous appelez les mythes, les légendes, voire les rituels. Et la question qui est posée, et qui fait la différence entre la communauté de demain, qui sera une communauté universelle, et les communautés d'hier, qui étaient des communautés locales, c'est que précisément, à partir de cette dialectique contradictoire, communauté locale, communauté universelle, on comprend la place du mythe, du rituel, de l'initiation, au regard de ce que Hegel a posé dans la phénoménologie de l'esprit, au regard de ce que Marx a posé dans les manuscrits de 1944, et au regard de ce que Engels a posé dans l'origine de l'État, de la famille et de la propriété. La communauté humaine universelle de demain est une communauté humaine qui permet d'accéder à l'être générique vrai. Elle est donc débarrassée de toute médiation, en ce sens que toute médiation est une aliénation. Et il n'y a pas de médiation dans la communauté humaine de demain en tant qu'elle est la réalisation de l'être générique universel, puisque la conscience de l'universel est l'universel conscient. Il y a donc une différence fondamentale entre la communauté humaine de demain, le communisme universel, et ce que furent les communautés primordiales à travers un communisme local, étriqué spatialement, mais aussi étriqué ontologiquement. Dans la communauté humaine universelle de demain, l'être générique est une relation dialectique à l'être et au générique. C'est l'être du générique, c'est le générique de l'être, et l'homme n'est donc pas séparé de sa Gemeinwesen, de sa communauté humaine universelle, comme être générique de l'éros, de l'épanouissement et de la satisfaction. Il n'y a donc pas de rituel, il n'y a donc pas d'initiation, il n'y a donc pas de mythologie. L'homme est dans la transparence absolue de l'absolue nécessité de la reproduction vivante de cet être générique totalement réalisé. Il n'y a donc pas de cheminement obstacle, de cheminement représentation entre l'homme et l'homme. On reprend la formule de Marx dans les manuscrits de 1944, et on reprend d'ailleurs la thèse 1 de Debord. Tout ce qui jadis était transparence est désormais devenu représentation. Le capital est l'antinaturalisme achevé, et le communisme de demain sera le naturalisme achevé. Le communisme de demain, qui sera le naturalisme achevé, est le monde de la transparence absolue. Les communautés primordiales sont des mondes de transparence relative, parce qu'il n'y a pas l'universel. La communauté Sioux est un être générique qui, dans sa puissance de manifestation, s'arrête à la communauté Sioux. Les Guayakis ont une puissance qui réalise l'être générique dans le localisme spatial et ontologique de la communauté Guayaki. On a la même chose pour les aborigènes, on a la même chose pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et donc ce qui fonde le communisme primordial
c'est qu'il est local. C'est donc qu'il bute sur quelque chose qui fait que l'étendue de l'universelle réalisation de l'être n'est pas en manifestation de réalisation possible. Les Sioux font la guerre aux Ponis, les Celtes font la guerre aux Germains, et il y a de multiples conflictualités. Alors bien évidemment, on n'est pas dans la guerre absolue de la valeur d'échange universelle, mais il y a constamment des affrontements, et l'homme est l'être générique de sa communauté, mais il y a une ligne frontière avec une autre communauté. C'est pour ça que, bon, quand on travaille les communautés primitives, en particulier les Indiens des plaines, on voit des guerres permanentes entre Sioux, Arapaho, Comanche, Cheyenne, etc. Donc, si vous voulez, à partir du moment où je suis dans une communauté qui n'est pas en l'universelle réalité, je bute sur un restreint. Il faut revenir à Hegel qui pose la problématique de l'angoisse, de l'angustia, à la fois en termes individuels et en termes collectifs. L'angustia, c'est le restreindre. Et Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, pose la question de l'angoisse dans le cadre d'une communauté où l'homme n'est pas dans l'universalité de lui-même. À partir du moment où l'homme n'est pas dans l'universalité de lui-même, puisqu'il bute sur le restreindre de sa communauté, il y a une angoisse de l'au-delà du cercle de la communauté. Et puisqu'il y a une angoisse de l'au-delà du cercle de la communauté, il faut, à travers des pratiques, à travers des rituels, à travers des recensions, des épopées, des narrations, à travers des rapports qui font intervenir le mystérieux dans la réalité et la réalité dans le mystérieux, il faut raconter la justification de ce qui fait que le groupe se reproduit dans cet être générique qui n'est pas universel. Donc, le rituel, la mythologie, l'initiation vient structurer le groupe dans une immanence qui est incomplète. L'immanence du communisme supérieur de demain, l'être générique universel, sera une immanence absolument réalisée dans la totalité planétaire, de la totalité ontologique de l'être. Chez les Guayakis, chez les Sioux, chez les Cheyennes, je bute sur une ligne qui fait qu'au-delà, il y a autre chose que la communauté, puisque cette communauté n'est pas universelle. Elle produit des angoisses, elle produit des rituels qui vont effectivement compenser l'angoisse pour fonder dans une sécurisation de reproduction les conditions de production de la vie collective. Je pense que vous connaissez la danse du soleil chez les Sioux, avec des moments de torture particulières, où le guerrier va s'affirmer, où il va montrer qu'en ayant effectivement dépassé un certain nombre de lignes d'expérience douleur, il a montré qu'il était l'homme réalisé dont le groupe a besoin. On trouve toute une série de choses dont mes correspondants me parlent, par exemple les rituels de circoncision et de coupure du scrotum chez les aborigènes par rapport au moment où les femmes ont elles-mêmes leurs règles, puisque les hommes doivent avoir une pratique similaire qui renvoie justement à une fusion mythologique et générique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, le communisme universel de demain n'est pas un retour au communisme primordial d'hier. Le communisme primordial d'hier, les communautés primitives, étaient des communautés dont l'être générique était limité, certes par l'horreur, par rapport à l'horreur de la marchandisation universelle. Ces communautés avaient un sens humain 1000 fois plus fort, mais ce n'était pas l'humain réalisé, puisqu'il butait sur le localisme de la communauté première. Donc le communisme de demain sera la transparence universelle d'une conscience radicale historique qui aura aboli l'État, aboli l'argent, aboli la séparation. Mais contrairement au communisme primitif, il n'y aura pas de mythologie, parce qu'il n'y aura pas besoin d'une narration extérieure, il n'y aura pas de rite et il n'y aura pas d'initiation, parce qu'il n'y aura pas à inscrire sur la peau des hommes, il n'y aura pas à inscrire dans le rêve des hommes, dans la pratique des hommes, des signes distinctifs qui viendraient dire ce qu'il convient de dire pour comprendre ce qu'est le cercle de l'être générique. Dans la communauté supérieure de demain, l'immanence sera totale. Et c'est pour ça que ce sera effectivement la conscience accomplie de la Gemeinwesen. Autrement dit, le communisme primitif était un communisme embryonnaire, non universel, localisé, étroit,
est porteur d'aliénation, le communisme de demain sera la désaliénation absolue. Mais alors attendez, ça me fait penser à un truc d'Hegel, juste pour alimenter un petit peu ce que vous dites, où il y a un triptyque, chez lui, c'est unité abstraite, multiplicité abstraite et multiplicité concrète, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une unité, mais en quelque sorte qui est inconsciente, c'est-à-dire c'est une communauté qui émerge comme ça, mais à un niveau restreint, et puis dans la relation aux autres, finalement, il n'y a pas de conscience de pourquoi on est là quelque part, et de tout un tas de choses, et donc du coup, c'est justement ce qui fait qu'on va vers l'universel, c'est l'histoire. Et donc là, c'est la multiplicité. Donc on découvre le monde, mais c'est toujours un rapport inconscient quelque part. Et puis au terme de tout ça, on a la conscience. C'est ça. Mais c'est un processus historique, quoi. Donc, j'ai repris cette triade dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers. De la même manière que notre existence individuelle est un en soi qui devient un pour soi, qui revient à en soi dans la conscience de la désaliénation, nous avons le même triptyque au niveau de l'histoire universelle. J'ai l'en soi premier des temps originaires, avec un communisme éclaté, et qui est un communisme qui n'a pas la conscience de ce qu'il est. À partir de la révolution néolithique, j'ai la valeur d'échange en mouvement qui va briser ces communautés, et j'ai toute une phase de l'histoire qui est donc la négation de ces communautés premières jusqu'à l'apothéose terminale de la crise du capital, et c'est à partir de cette crise du capital que se produit le renversement. L'humanité devient le pour soi revenu à soi, parce qu'elle retourne à la communauté, mais elle retourne à la communauté en tant qu'émancipation universelle de vraie conscience historique. C'est donc pas le retour aux communautés premières, parce que c'est la communauté universelle qui abolit les aliénations du temps aliénatoire du capital, mais qui du même coup abolit l'aliénation localiste des communautés premières, qui ont précisément permis par la révolution néolithique le développement concurrentiel et conflictuel de la valeur d'échange. Pour revenir aux communautés primitives, il me semble que dans des entretiens antérieurs, vous aviez dit que tout ce qui était interdiction, code et normes n'existait pas en fait dans les communautés primitives, et qu'elles apparaissaient qu'au moment où la valeur d'échange se mettait en marche, et que tout ce qui était religion, aliénation, etc. n'existait pas non plus. Mais justement, ce que vous venez de dire juste avant, et ce que dit aussi, parce que nous raconte Clastres, c'est qu'il y a des interdictions alimentaires, il y a aussi des séparations entre hommes et femmes, où l'homme n'a pas le droit de tenir le panier de la femme sous peine d'être malchanceux à la chasse. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça existait déjà dans les communautés primitives, certaines aliénations et séparations, non? Alors, il faut faire la différence entre le droit et l'interdit. Dans les communautés primitives, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de religion, et il n'y a pas d'interdit qui viendrait marquer un hétérocontrôle, c'est-à-dire une division en classes avec, par exemple, comme on le trouvera dans les civilisations premières, toute une structuration juridique et politique qui viendrait matérialiser une séparation qui serait celle de l'hétérocontrôle. C'est ce que Engels montre très très bien dans l'origine de la famille et de l'État, lorsqu'il montre que, au terme de la décomposition communautaire, surgit l'État, le droit et la religion. La communauté première n'est pas la communauté universelle de demain, qui sera l'universalité de l'être générique. Il y a donc, puisque c'est local, et que c'est en l'angoisse d'une communauté localisée qui n'est pas universelle, des interdits et des prohibitions. Mais ces interdits et ces prohibitions n'ont rien à voir avec une structure qui serait l'État, la politique, la religion ou le droit. Ce sont des phénomènes d'autocontrôle intérieur dans le cadre de l'aliénation limitée. Il n'y a pas une structure supérieure qui vient, comme à Rome ou comme à Athènes, à partir d'une division du champ communautaire
créer une superstructure juridico-étatique de contrôle normatif au-delà du groupe. C'est l'immanence du groupe dans son aliénation qui, dans le cadre communautaire, produit des interdits. L'interdit classique, par exemple, que l'on retrouve dans beaucoup de communautés de chasseurs, à savoir que celui qui a tué la bête ne mange pas la bête, ou en mange en dernier ressort, après que tous les autres en aient préalablement mangé, ça n'a rien à voir avec une prohibition légaliste qui s'apparenterait à une structure gouvernementaliste dans un champ civilisationnel d'oppression externe. C'est un rappel interne de prohibition qui vient dire l'immanence du groupe et qui a pour fonction, justement, que la communauté des chasseurs ne puisse pas se scinder en un jeu concurrentiel et conflictuel qui viendrait briser l'immanence communautaire. Donc, la société du capital est une société d'aliénation universalisée. Le communisme de demain est la communauté de l'anti-aliénation réalisée, et les communautés primitives sont des communautés d'aliénation localisée. Mais il y a de l'aliénation partout, et pour que l'aliénation disparaisse, il faut la Gemeinwesen de l'universel, mais il est bien évident que dans les formes de communautés premières où l'aliénation sociale, politique, religieuse, étatique n'existe pas, il n'en demeure pas moins qu'il existe effectivement des prohibitions internes au groupe, mais dans son immanence, qui n'ont rien à voir avec un scindé sociétal tel qu'on le rencontrera après la révolution néolithique. Ok, et pour en revenir au communisme universel, ce qui me semble que vous avez déjà dit, c'était que donc il n'y avait pas de division du travail dans le communisme universel comme il n'y en a pas dans le communisme, dans les communautés primitives. Vous donnez souvent l'exemple du si un Américain voulait du vin, un bon Bordeaux, on lui expédierait. Je préférerais un bon Bourgogne. Ou un bon Bourgogne. Là, justement, pour acheminer ces biens, il faudra bien que des personnes, pendant, je ne sais pas, la durée de temps que prendra le transport de ces biens, mais il faudra des personnes qui partiront pendant un certain temps pour faire le transport, revenir. Et également, je ne sais pas, il me semble que vous disiez qu'Internet pouvait être réutilisé. Il y a des ça demande quand même une certaine technique, une certaine connaissance. Il y a tout un tas d'activités qui demandent d'avoir une technique et une certaine professionnalisation. Attends, avant que vous en répondiez, en fait, c'est-à-dire qu'il faut bien voir le mouvement ouvrier a toujours eu une grosse réflexion par rapport à la technique. C'est-à-dire, c'est pas une position de dire on jette tout à la poubelle et on revient au truc primitif. C'est-à-dire, il y a une réflexion sur le fait de transformer la technique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une technique qui est capitaliste, qui est structurée, qui est faite pour que on extirpe le maximum de profit, et c'est tout. Et alors après, on peut pas savoir, moi je pourrais pas te dire comment on fera la transformation, mais c'est clair que si il y a cette nécessité de transporter des productions à l'autre bout de la planète, on va pas y aller à pied, quoi. Donc faudra utiliser une technique. Oui. Et après, je laisse répondre le cousin, quoi. Alors effectivement, comme le dit Christ, ce qui est important, c'est de voir que cette problématique-là, c'est pas nous qui la posons en 2017 parce que d'un seul coup, on a eu une intuition lumineuse. Toute l'histoire du mouvement prolétarien révolutionnaire pour l'abolition de la condition prolétarienne a posé ces questions-là dès l'origine, puisque ces questions-là sont posées déjà par Marx dans l'idéologie allemande en 1846 et dans la critique du programme de Gotha en 1875. Mais bien après Marx, à travers Rosa Luxembourg, à travers Gorter, à travers Pankow, à travers les groupes allemands communistes de conseil ou à travers les groupes radicaux
issus du mouvement bordiguiste, comme on a pu le rencontrer avec Bilan, ou même dans les années 60, avec des groupes comme Socialisme ou Barbarie ou Pouvoir ouvrier. Cette question-là, elle a été résolue, mais elle a été résolue dans une problématique qui n'est pas une exposition de détails, qui n'est pas une problématique de planification, de conjoncture et d'événements simplement factuels. Pourquoi ? Parce que la problématique essentielle de la Révolution, elle ne se positionne pas parce que dans une vision statique de division du travail, je rappelle qu'on abolit le travail et donc toutes les divisions, il n'y a pas un catéchisme ou un plan organisationnel, il n'y a pas des prospectus comme quand on ouvre un meuble à construire, on reçoit le meuble, il y a 2-3 outils, et puis on a un mode d'emploi qui nous dit comment faire le lit, comment faire l'armoire qu'on vient de recevoir. Le communisme, c'est pas une société, c'est pas une construction, et il n'y a pas un plan préalable qui doit être envisagé pour savoir comment on va monter le lit, comment on va organiser la production, comment on va organiser la distribution, comment la production et la circulation en un plan d'ensemble vont se mettre en mouvement, parce que justement, l'histoire nous a appris que spontanément, les conseils ouvriers, quand ils émergent, et sans aucune culture préalable, dans l'immanence de la nécessité, ont ce projet qui découle de la satisfaction nécessaire de l'être générique. Quand en 1956, et j'ai fait volontairement le choix de le publier dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, les conseils ouvriers de Budapest font leur proclamation insurrectionnelle contre le capitalisme d'État oriental et contre le capitalisme privé occidental. Ils définissent en 12 ou 15 points la ligne d'horizon de la radicalité subversive, mais pour le reste, c'est la spontanéité organisationnelle dans les campagnes et dans les villes qui met en marche la production, qui met en marche la distribution, qui met en marche les principes qui font que ça s'organise, et ça se fait dans la réalité expérimentale du quotidien subversif, sans qu'il y ait eu un besoin technique de prévoir un ensemble de synthèses techniques pour expliquer comment ça va se faire. Et on a la même chose en 1936-37 en Espagne sur une largeur beaucoup plus étendue. On a Barcelone, on a les campagnes. Comment allons-nous produire dans les villes? Comment allons-nous produire dans les campagnes tout en cassant cette division? Puisque l'argent est aboli et qu'il n'y a pas de marché, comment la bouteille de vin qui est là va se mettre en relation avec du pain qui est là? Il y a donc des coopératives de production et de distribution, et c'est dans l'élan subversif, sans aucune préparation antérieure, parce qu'il n'y a pas à éduquer les gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont faire, que spontanément, tout ce mécanisme se met en marche. Et donc, pour répondre à votre question, quand effectivement la Gemeinwesen universelle va être mise en mouvement, la Gemeinwesen universelle, elle n'aura pas moins de capacité qu'en a le capital aujourd'hui, elle aura autant de capacité, sinon plus, simplement tout ce qui circule, tout ce qui se produit, tout ce qui se distribue aura lieu sur la base des besoins humains eux-mêmes. Donc il y aura des bateaux, il y aura des avions, il y aura des hélicoptères, il y aura des camions, et tout ça sera en fonctionnalité par rapport à l'être générique. Ce qui aujourd'hui circule pourra circuler, mais ce ne sera plus des valeurs d'échange circulatoires, ce seront effectivement des productions humaines en relation avec le besoin humain. Ok. Sur un élément que vous avez dit tout à l'heure qui était très important, sur les hommes et les femmes dans les communautés primitives. Oui, oui. Les hommes et les femmes dans les communautés primitives, il n'y a pas de division du travail, parce qu'il n'y a pas de travail. La logique du panier et la logique de la lance, ce sont des complémentarités dialectiques, historiques, génériques et amoureuses. Il faut bien comprendre que dans une communauté primitive, la femme allait jusqu'à 3 ans, voire plus. Ça veut donc dire que la femme, qui est l'arc central lumineux de la reproduction du groupe, est encensée pour son activité panier. Ce n'est pas une activité résiduelle qui découlerait d'une hégémonie des hommes sur les femmes.
Il s'avère que la femme, très souvent, on le voit chez les Indiens, la femme a un enfant en le ventre, elle a un enfant sur le dos, et elle a parfois un enfant qu'elle allaite. Il est donc impossible, dans la longue durée de l'extériorisation du groupe, que la femme, en cette situation, puisse, armée d'un arc ou armée d'une lance, aller chasser le pacochère. Il s'est donc créé, non pas une division du travail, mais une harmonie complémentaire des fonctions pour que l'homme soit à la lance ou à l'arc et que la femme soit au panier ou au jardin. Mais c'est absolument pas vécu dans le groupe comme quelque chose de diminuant pour l'un et de valorisant pour l'autre. Ce sont des complémentarités dialectiques. Et quand il existe quelque part des prohibitions sur la flèche, des prohibitions sur le panier, elles ne viennent pas marquer qu'on est dans un processus de déshumanisation, elles viennent marquer qu'on est dans un processus où l'être générique étant précisément localisé à cette communauté, il a dû, par des rituels, sanctifier cette réalité biologique nécessaire. Et d'ailleurs, ça me fait penser que finalement, il n'y a pas de division du travail. Et en plus, les femmes, par exemple, on prend les Bushmen, les femmes peuvent très bien aller chasser. Et les hommes peuvent très bien, des fois, rester là, rien faire. Mais c'est-à-dire que c'est dans un souci pratique que les uns sont plus souvent dans un domaine et les autres dans un autre domaine. Et par exemple, il y a beaucoup de réflexions sur le fait que au départ, l'homme il chasse avec, je sais pas, des outils avec la main, quoi, avec une massue ou des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de réflexions qui disent que finalement, c'est peut-être les femmes qui ont inventé le concept d'arc, parce que finalement, en fait, c'est un concept moins violent. C'est-à-dire, on chasse à distance. Donc, pour elles, en tout cas, c'est plus simple de le faire avec un arc, et l'homme, il a le truc à la main, quoi. Étant entendu qu'en plus, les communautés primitives de la primordialité de l'être générique localisé ne sont pas toutes interchangeables et équivalentes. Comme le dit Hegel et comme le reprend Marx, il y a un développement mondial des forces productives de l'histoire qui fait que chaque groupe représente un seuil caractéristique de l'évolution générale, et si effectivement la femme Bushman a des possibilités de toucher à l'arc alors que la femme Guayaki ne les a pas, ça découle justement d'une logique universelle qui se caractérise dans des espaces spécifiques où les contradictions évoluent de manière particulière. Donc, quand on étudie toutes ces communautés et qu'on voit des différences, ça doit nous amener non pas à un éclatement éclectique sur « ah bah, il n'y a pas de loi générale », c'est au contraire quelque chose qui doit nous amener à la compréhension radicale de ce que Hegel appelle la dialectique universelle, parce que ces groupes sont différents, parce qu'ils représentent un niveau différent d'une même dialectique universelle d'extériorisation. Donc, bon, vous avez bien répondu hein, pour l'instant. J'espère avoir si ça m'aide, puis ça me donne des sources pour, notamment sur les coopératives, etc. Pour, enfin tout ce qui est mouvement de spontanéité, pour ce qui viendra demain. Parce que si vous voulez, je reprends le mot spontanéité dont vous parlez, là, il est important. Toutes les organisations bureaucratiques, toutes les chefferies, toutes les hiérarchies qui se prétendent avant-garde, dans la forme la plus caricaturale que Lénine en a donnée en antithèse de Marx et de Luxembourg, c'est la classe ouvrière est spontanément trade unioniste. Donc la classe ouvrière est spontanément trade unioniste, ça veut dire la classe ouvrière, finalement, c'est du bétail abruti. Et s'il n'y a pas un parti extérieur à ce bétail abruti qui vient avec un logiciel formaté de mesures, de projection, de préparation et de planification, la pauvre classe ouvrière, elle est incapable de rien du tout. Marx, reprenant la formule de Flora Tristan sur l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même, montre que la spontanéité, c'est pas un phénomène ex nihilo. En 67, il n'y a pas de grève sauvage universelle. En 68, on a une grève généralisée, on a une grève sauvage qui dépasse les syndicats, qui dépasse les partis, qui dépasse les gauchistes. Certes, on est au début de la crise mondiale de la phase actuelle,
On est donc tout au début d'un cycle, on est en 68, on n'est pas en 2017, le capital a encore du développement, il a une puissance en essor, il va donc résorber tout ça. Mais simplement sur ce tout petit moment de 68, on voit que les gens du mois de mai ne sont pas les gens du mois d'avril. On voit que les gens du mois d'avril ne sont pas les gens du mois de février. La spontanéité, c'est l'ébullition collective créatrice. La spontanéité, c'est pas un truc comme ça, un déclic qui ne sort de nulle part. Il est l'automouvement conscient d'une pratique radicale qui veut vivre. Et le vouloir vivre est une intelligence, c'est une pratique et c'est une radicalité qui fait que dans la spontanéité de ce mouvement, les gens voient des choses qu'ils ne voyaient pas. Les gens envisagent des chemins qu'ils ignoraient. Donc l'auto-organisation des conseils ouvriers dans la grève sauvage, qui met ensuite les coopératives de production, les coopératives de distribution, qui les fédèrent, qui les organisent dans un centralisme organique mondial, c'est un truc qui n'est pas comme ça posé et qui serait une recette. C'est l'immanence en mouvement de la satisfaction humaine qui trouve à chaque besoin une réponse. On va passer à mon autre questionnement sur... en fait, si tu pouvais avoir un éclaircissement sur la question de la conscience, de l'esprit et de la matière. Il me semble que Marx dit dans le Capital que le mouvement de la pensée n'est que le reflet du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des théories suite aux nombreux cas d'expériences de mort imminente qui nous laissent à penser que la conscience humaine ne pourrait pas être réduite seulement à la matière et que la réalité pourrait se situer au-delà. On n'en est pas sûr parce qu'il y a des chercheurs qui pensent aussi que ce seraient des mécanismes neurobiologiques qui seraient à l'origine de ce phénomène. Est-ce que, à travers la pensée que vous nous transmettez, vous pouvez nous dire s'il n'y a que matière, que esprit, s'il y a un dualisme, la relation Mais entre déjà, les est-ce que deux? vous savez ce que c'est une expérience de mort imminente? Oui. Votre question est intéressante parce qu'elle porte quelque part à répondre à toutes les mystifications qui sont construites sur ce qui serait la position défendue par Marx. Marx est à l'opposé radical de la conception qui voudrait qu'il y ait le sujet, l'objet, la pensée, la matière. Ça, c'est le bolchevisme. Et il y a un bouquin absolument nécessaire à lire, c'est le Lénine philosophe de Thornton Hancock, qui justement montre que c'est une pensée qui est à des années-lumière de celle de Marx. Ça, c'est la pensée des lumières bourgeoises de la marchandise qui sera repris par le bolchevisme, qui précisément n'a aucune compréhension dialectique de la relation historique. J'engage les auditeurs à lire l'idéologie allemande de Karl Marx et de Friedrich Engels, et surtout les thèses sur Feuerbach. Marx récuse totalement la vision que vous avez défendue, et qui est celle de la philosophie des Lumières bourgeoises. Toute la mise en mouvement de la valeur d'échange, de la raison marchande, a consisté à faire de l'homme un otage du système des objets matériels. La pensée ne serait rien d'autre qu'un reflet des circulations des objets matériels. Marx dit exactement l'inverse en disant que la pensée est le reflet de la pratique sociale qui lie les sujets aux objets et les pensées à la matérialité historique. Dans les thèses sur Feuerbach, il montre bien que le problème, ce n'est pas le sujet et l'objet, parce que dans l'histoire, il n'y a pas de sujet et il n'y a pas d'objet. Dans l'histoire, il y a la dialectique historique des forces productives qui fait que l'homme produit l'homme et reproduit les conditions historiques qui vont permettre la reproduction de l'espèce. Mais il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a que des pratiques historiques qui définissent des sujets et qui définissent des objets. L'objet n'existe pas, le sujet n'existe pas. C'est la pratique historique qui fait que des sujets peuvent penser et que des objets peuvent être conçus
et venir influencer la vie pratique des hommes. Mais tout est pratique sociale. Et il reprend cette terminologie-là en montrant, en critiquant Feuerbach, qui est quelque part le dernier îlot de la raison marchande des Lumières, de la valeur d'échange en mouvement, et il dit que cette pensée-là, dans la mesure où elle est matérialiste, elle ne comprend rien à l'histoire, et que cette pensée-là, dans la mesure où elle est historique, elle ne comprend rien à la matérialité. La matérialité est historique, c'est une pratique sociale, il n'y a pas d'objet inerte. Donc, Marx fait voler en éclats toute l'imposture des Lumières marchandes sur cette dichotomie dualiste, le sujet et l'objet. Il montre que ce sont deux fétiches aliénatoires qui sont sans réalité historique et qui sont justement les vecteurs de la reproduction aliénatoire du temps de l'oppression, du temps de la domestication et du temps de l'illusion. Et en faisant péter ça, il dit « L'homme n'est rien d'autre que la pratique historique de son automouvement pratique de réalisation historique qui, dans le cadre du développement des forces productives de l'histoire, produit l'aliénation et l'anti-aliénation. » Pourquoi le bouquin de Panckok est décisif? Parce que le bouquin de Panckok va nous montrer que dans un bouquin absolument lamentable, Matérialisme et empiriocriticisme, Lénine a repris toute cette dichotomie sujet-objet que Marx avait fait voler en éclats, mais que Marx avait fait voler en éclats dans la compréhension de l'automouvement historique qui aboutit à la révolution sociale contre l'État et contre l'argent. Alors que le bolchevisme va, en négation complète de Marx, instaurer le capitalisme d'État soviétique, et ce capitalisme d'État, il reprend la même dichotomie sujet-objet, puisque le sujet, c'est le parti, et l'objet, c'est la classe ouvrière. Le sujet, le parti bolchevique, l'objet, la classe ouvrière ne peut rien faire, c'est une masse, c'est un objet, c'est le parti qui va l'attirer. Alors que justement, la conception de Marx, c'est celle de l'automouvement qui aboutit à toutes les visions radicales des groupes maximalistes, la révolution et l'automouvement d'abolition du prolétariat par lui-même qui détruit l'argent, détruit l'État et détruit la dichotomie aliénatoire qui cristallise les oppositions du monde sans les saisir dans leur totalité. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on aboutira à la théorie de la relativité telle qu'elle a été positionnée par Poincaré et repompée par Einstein, mais on a déjà dans le bouquin de Panckok, à travers l'analyse de ce qui va produire Mach, Averanius, puis les théories de Planck, etc., la compréhension qu'il y a déjà une compréhension de la théorie de la relativité dans le texte de Marx qui fait voler en éclats le vieux matérialisme borné, bourgeois, du statisme aliénatoire. Rien n'existe en soi. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. Il y a une pratique sociale historique qui situe les objets, qui situe les sujets. Autrement dit, l'automouvement de l'histoire dans la dialectique des forces productives produit des pratiques sociales qui, à partir de là, produisent des sujets et produisent des objets. Alors en fait, pour compléter un petit peu, je pense aussi, le terme de matérialisme, en fait, il permet pas vraiment de comprendre ce que Marx il apporte par rapport à avant, parce que en fait, quand on regarde dans les manuscrits de 1844, Marx, en fait, il insiste beaucoup en fait sur le naturalisme. Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait se dire, il y a d'un côté le spiritualisme, tout ce qui est un peu mystique, et puis après il y a Marx qui est en mode matérialiste, les faits, tout ça. Et en fait, lui, il quelque part, on pourrait dire, il fait une synthèse, mais c'est mieux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le truc dont tu parles, les expériences de mort imminente, bon, c'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai vu un documentaire sur le sujet, mais si tu veux, ou deux, il y en a eu deux qui sont sortis, c'est pas un truc où quand tu vois ça, tu remets en cause tout ce qui est en termes de pratique sociale, tout ce qui est en termes de mode de production, c'est-à-dire tout ça fait partie d'un même naturalisme, si tu veux. Et en plus, c'est quelque chose qui concerne
le monde des morts. Donc quelque part, on s'en fout, j'ai envie de dire. Nous, on s'en fout de ce qui se passe après. C'est-à-dire, et puis en plus, c'est une question où on est au balbutiement, j'ai envie de dire, de ce que ça pourrait vraiment être. C'est-à-dire, là, il y a beaucoup de théories, il y a quelques témoignages. Après, pour l'instant, bon, on ne sait pas vraiment, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais, on sait pas, ça peut être des mécanismes neurobiologiques, mais dans le même temps, on s'en fout pas parce que Marx, dans Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, euh, il montre bien la séparation entre le monde réel, le monde de l'homme et le monde religieux. Et si les expériences de mort imminente, le fait que la conscience puisse survivre à la mort du corps, de notre enveloppe charnelle et matérielle, ça pourrait laisser penser tous ceux qui croient en ça, enfin leur faire oublier plutôt la Si lutte tu veux, moi je sociale. trouve c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis le mouvement réel et d'un côté et de l'autre côté les expériences, enfin le truc religieux, c'est-à-dire il dit pas le monde matériel et le monde religieux, il dit le monde réel. C'est-à-dire que ce qui est réel, Ça peut ce qui envelopper est les deux en réel, fait. ça peut Ce être que t'es en les train de dire. expériences de vie de mort imminente. C'est pourquoi ce qu'on dirait que c'est pas réel. Mais alors, après, il faut voir qu'est-ce qui est réel. Est-ce que c'est... Parce que le monde religieux joue là-dessus. C'est-à-dire, il y a énormément de... Enfin, dans toute l'histoire, il y a énormément d'interprétations, de théories sur ce qu'il y aurait après la mort ou ce qu'il y aurait avant la mort, j'en sais rien, avant la vie, tout un tas de trucs. Et après, ce sont des constructions qui, dans notre vie, justement, nous structurent dans des cadres mystiques et tout ça. Donc la religion fait ça avec un but de contrôle social. Donc nous, on s'en fout du contrôle social. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mouvement réel. Donc on a ce phénomène des expériences de mort imminente. Alors, bon, moi, si tu veux, je vois pas ça comme quelque chose qui va entraver la théorie du mouvement réel. C'est-à-dire, c'est quelque chose, bon, j'attends de voir. Et puis le jour où on aura des vrais faits, ou je sais pas, comment dire, une vraie compréhension de ces trucs-là, parce que pour l'instant, on voit ces trucs-là, mais on a plus de questions que de réponses, si tu veux. Oui, mais enfin, juste pour revenir à ce que je disais juste avant, si justement il s'avère que ça existe, qu'il y a quelque chose après la mort et que, enfin, t'as vu ce qui est dit par rapport à ça, c'est que c'est un bonheur immédiat et permanent. C'est ce qu'ils n'ont jamais ressenti sur Terre, en fait. Alors, à quoi bon se battre dans une lutte des classes et souffrir dans le réel, enfin dans le monde matériel plutôt, si on peut, Ouais, mais si on mon peut gars, vivre t'as envie de vivre quand un même. bonheur T'as envie dans de le vivre monde des quand morts, même. en fait. Bah oui, mais il y en a Non, aussi mais qui n'ont pas déjà, envie de souffrir il y a un truc dans qui est le monde universel. matériel Il et y a un truc qui qui est universel, pourraient... c'est la mort. On va tous crever. Donc, ce truc des morts imminentes, l'expérience de mort imminente, on va tous y aller, j'ai envie de dire. Donc, on s'en fout. Enfin, comment dire, on va tous accéder à ce bonheur hypothétique. Mais bon, après, on sait pas vraiment. Mais même si il y a enfin, tous ces témoignages disent quelque chose de vrai, bah, on ira tous dans ce bonheur, je sais pas, après la mort. Donc, c'est pas un Mais problème, ça. alors à quoi bon le bonheur Bah, ici-bas mon s'il gars, est immédiat c'est pendant que t'es encore là-haut? en train de vivre là, t'as envie de vivre heureux, tu Oui, vois? non, mais oui, évidemment, mais déjà, on ne sait pas si il y a un après, on n'en est pas sûr, mais je parlais plus dans le cas où ça existerait réellement. Là, s'il vous plaît, ce que vous dites est intéressant parce que ça montre bien, quelque part, pour comprendre un phénomène, il faut voir d'où il vient. Tous ces phénomènes-là sont aujourd'hui catalogués, organisés et classés documentairement par des gens qui sont aux antipodes du vrai jouir et de la volonté insurrectionnelle. Vous avez, entre guillemets, toute une série de gens qui sont dans l'errance malheureuse. Et quand on est dans l'errance malheureuse, c'est ce que Hegel nous a appris,
on a besoin de médication, on a besoin de refuge. Donc vous avez des périmystiques, des paramystiques, vous avez des mystiques annexes, vous avez des mystiques connexes, vous avez plein de gens qui errent sur les chemins de la consolation et de la compensation. Le problème, c'est pas de savoir s'il y a quelque chose éventuellement après, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a déjà quelque chose avant. Donc, la problématique qui est intéressante, c'est de voir que toute une série de gens qui sont en démission totale devant ce qu'il y a avant partent dans l'après. Donc, je peux partir dans le yoga transfrontière, je peux partir dans le bouddhisme zen, dans le chamanisme sibérien. Si vous voulez, j'ai plein de choses. Et il y a aujourd'hui une multitude de gens qui butent sur leur existence et qui, d'un phénomène purement neurologique, qui n'inventent rien, les présocratiques savaient, et ils n'avaient pas eu besoin d'enclencher une longue errance analytique sur le concept de mort imminente, que ce phénomène-là existe. Mais comme dit Chris, on s'en fout, ça n'a aucune portée historique. Et la science aujourd'hui ne découvre rien. Que ce soit les phénomènes dits de mort imminente ou les neutrons et les protons, Démocrite et Épicure avaient déjà perspective claire du monde atomistique. On ne découvre rien de nouveau aujourd'hui, simplement dans la société du fétichisme de la marchandise et du spectacle de l'angoisse, on crée constamment des nouveaux produits pour que les gens, dans une inquiétude dont ils n'arrivent pas à historiciser la cause, puissent avoir effectivement des compensations où ils vont pouvoir déléguer et restructurer ça. Donc, la problématique essentielle, elle n'est pas de savoir si on va, avec des appareils spécifiques, aller toujours plus loin dans l'atome, si avec des phénomènes d'hypnose, de para-hypnose, ou avec des IRM encore plus sophistiqués, on va découvrir des horizons nouveaux derrière la mort, d'après la mort, derrière l'après la mort. Tout ça, c'est extrêmement périphérique. La question centrale, c'est celle d'aujourd'hui. Est-ce que je me tiens debout comme un homme d'insurrection ou est-ce que je me tiens à quatre pattes comme un homme de soumission? Le reste, on verra après, mais c'est absolument pas décisif. Le décisif, c'est aujourd'hui, dans ma vie d'homme, est-ce que je vais rencontrer une femme merveilleuse? Est-ce que dans ma vie de femme, je vais rencontrer un homme merveilleux? Est-ce que je vais avoir une expérience érotique? Est-ce que je vais avoir une véritable expérience historique? Est-ce que je vais donner à ma vie un destin, une destination, une sensualité, une signification? Et comme aujourd'hui, on est dans un monde qui nous interdit la signification, on nous crée des spectacles de diversion sur une multitude de sujets qui sont complètement inoffensifs, mais qui vont permettre aux gens qui ne creusent pas, qui n'avancent pas, qui ne cherchent pas, de s'asseoir et de se dire « Oh ben finalement, il y a ça qui est beaucoup plus intéressant que la vie ». Donc si vous voulez, ça me fait penser à un moment dans le documentaire, finalement, tu as des gens qui parlent à des... Je sais pas, t'as une mère qui parle à son enfant qui est mort ou je sais pas quoi. Mais ça change rien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va se réfugier dans « je parle avec mon enfant mort ». C'est-à-dire, elle n'a pas du tout un rapport différent à nous, dans le monde de la misère sociale. C'est-à-dire, au lieu de passer à autre chose, ton gamin il est mort et puis bon, tu vis ta vie, on est dans un... C'est-à-dire, elle va essayer de parler à son enfant dans le processus mis en place par le spécialiste, comme quelqu'un, il va jouer à sa PS4 parce qu'il s'emmerde dans sa vie, tu vois. C'est un refuge. Donc au final, même si on apprend que ce truc-là est vrai, les gens dans leur vie, ça change rien, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, si. Parce que moi, perso, si je peux parler, je sais pas, à un membre de ma famille qui est mort il y a longtemps et tout, je te dis, il y a rien de bon qui va sortir. Hein. C'est complètement... Ah, peut-être pour vous, mais moi, dans ma famille, il y a des gens avec qui j'aimerais bien parler quand même. Non, mais si vous voulez, le problème, à la limite, oui, ben on peut, mais c'est pas ça notre essentialité historique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'industrialisation de masse des productions idéologiques, du paranormal, du périnormal, du surréel, du pararéel, de toutes ces recherches sur le cerveau qui font qu'aujourd'hui, on est en train d'asphyxier le cerveau historique et érotique des hommes pour effectivement les emmener dans des voies de garage où justement il y a un autre cerveau qui lui est sans danger, qui est celui des mondes intérieurs. Ok, et
Donc, pour faire écho à ça, justement, on parlait au début de Schopenhauer. C'est justement, en fait, enfin, ça vient aussi de là. Donc, lui, il voit le monde scindé en deux parties. Il y a le monde de la volonté et le monde de la représentation. Donc, les auditeurs, ils pourront aller se renseigner là-dessus. Mais donc, en gros, c'est surtout qu'il y a le monde matériel qui est raisonnable, on peut le comprendre, on peut comprendre ses mécanismes, mais il y a le monde aussi de la volonté qu'on ne peut pas voir, et celui-là est irrationnel. Et donc, comme exemple pour comprendre, il y a on sait comment la vie fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi il y a de la vie. Donc en fait, la volonté, elle se laisse connaître, mais les modalités de fonctionnement, si elle se laisse connaître, on connaît ses modalités de fonctionnement, mais on n'a pas la raison d'être de la vie. Donc est-ce que vous pouvez nous faire une critique de Schopenhauer? Alors, si vous voulez, bon, déjà, je vais vous parler de Schopenhauer, et puis on va peut-être aussi parler de Kierkegaard, mais il faut revenir à la problématique des présocratiques pour comprendre comment, à partir des présocratiques jusqu'à Hegel et jusqu'à Marx, on a un savoir spécifique qui, entre guillemets, fait totalement sauter les pensées binaires. Schopenhauer, c'est binaire. Kant, c'est binaire. Nietzsche, c'est binaire. Tout le monde est binaire, sauf que le binaire, que l'on retrouvait tout à l'heure dans la problématique du sujet-objet, est une imposture, puisque justement, la problématique du binaire, c'est que les binaires ne se retrouvent pas, où ils se retrouvent dans une cristallisation incohérente, où ils se retrouvent dans une cristallisation immaîtrisable. Ce que Hegel nous a appris, c'est qu'il n'y a pas de binaire, il n'y a que du triadique. Il y a l'apparence, il y a l'essence et il y a le concept. Et c'est justement cette dialectique du concept, qui est un dialogue permanent d'aller et retour entre l'apparence et l'essence, qui permet de comprendre la vérité. Et là, c'est à partir de là qu'on brise la subjectivité narcissique de la création personnelle. Les présocratiques ont compris, et c'est leur œuvre essentielle, que la réalité objective est une totalité et que la vérité n'est pas dans le sujet regardant. La vérité est dans la matérialité historique de ce qui est regardé et qui vient se réfléchir en nous. C'est la fameuse formule de Marx. Les communistes n'ont rien inventé, ils n'ont rien découvert, ils ne font que rendre compte de l'expression réelle du mouvement réel lui-même. La pensée subversive, telle qu'elle est posée par Hegel, telle qu'elle est posée par Marx dans ce retour au présocratique, c'est que la vérité est dans l'être lui-même. Elle n'est pas dans le sujet qui regarde l'être. Proudhon, avec ses petites lunettes, il regarde le monde et il dit, voilà, je vais fonder le système mutualiste, je crée le fédéralisme proudhonien. Il a une marotte, il a une vision subjectiviste constructive et il crée un système. Marx dit, je ne crée aucun système, je rends compte de la lutte pratique et radicale des hommes subversifs, et le manifeste, le projet communiste, il est l'immanence de ce mouvement. Il n'est pas créé par un créateur à lunettes. Il est l'automouvement de l'histoire elle-même. Or, Schopenhauer, Kierkegaard, dans la grande désolation solipsiste du XIXe siècle, on retrouve Nietzsche, sont des cris narcissiques d'insupportabilité de ne pas être. Mais il n'y a aucune compréhension historique. Si je prends Nietzsche, si je prends Spinoza, si je prends Nietzsche, si je prends Schopenhauer et que je prends Kierkegaard, je n'ai aucune compréhension de l'histoire du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, il y a toujours une zone capitularde où on nous dit que c'est irrationnel, c'est inconnaissable, c'est hasardeux, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça va. Il y a donc deux types de pensée. Il y a la pensée dialectique radicale qui comprend le tout de l'histoire mondiale et qui peut tout expliquer et qui peut tout analyser parce qu'elle a recueilli ce tout-là et parce qu'elle n'est pas le produit d'une subjectivité interrogative. À partir du moment où je ne suis plus une subjectivité interrogative, mais que je suis dans le mouvement impersonnel de l'histoire et que je le recueille avec humilité,
tout s'ouvre. C'est la conscience radicale du savoir absolu telle qu'elle est posée par Hegel et qui explique très bien pourquoi M. Schopenhauer, pourquoi M. Kierkegaard, pourquoi M. Nietzsche, dans leur angoisse infinie, dans leur solipsisme, dans leur folie, dans leur détresse, dans leur angoisse, ne pouvaient produire que le système constructiviste qu'ils ont produit et qui venait légitimer leur incapacité à saisir la rage et le mouvement de l'histoire. Donc, le monde n'est pas volonté ou représentation, il n'est pas grand rythme dionysien ou apollinien, il n'est pas catégorisation tendue de mon individualité existentialiste, bref, il n'est aucune des catégories nietzschéennes, schopenhaueriennes ou kierkegaardiennes, il est l'expression d'un automouvement absolu que Hegel a compris et que Marx a compris, parce qu'ils ont eu l'humilité de dire « c'est pas moi qui vais trouver la solution ». La solution, elle est dans l'automouvement historique du monde que je dois prendre comme matérialité dialectique réelle. Par contre, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard partent du jeu narcissique, alors sous des formes variées, sous des formes différenciées, mais ils aboutissent à un échec qui fait que, une fois qu'on referme le bouquin, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de devenir, il n'y a rien à faire. Donc, on est dans une gigantesque dynamique onaniste. Schopenhauer parle à Schopenhauer, Nietzsche parle à Nietzsche, Kierkegaard parle à Kierkegaard, mais par rapport à la réalité historique, il n'y a aucun devenir à assumer dans une exigence radicale de faire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette opposition absolue qui fait que si je sors de Hegel ou si je sors de Marx, que ce soit dans les sciences les plus contemporaines ou dans les morales les plus anciennes, quel que soit mon mode de sortie, je quitte le terrain objectif du tout. Hegel dit « tout le réel est rationnel, tout le rationnel est réel ». Ça veut donc dire que la totalité du réel est la totalité du rationnel, ça veut dire que la totalité du rationnel est la totalité du réel en mouvement. Si je sors de ça, je suis perdu. Le monde n'a pas de sens, le monde n'a pas de signification, il n'a pas de destination. Il y a du hasard, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du gris, il pourrait y avoir eu ceci, il pourrait y avoir eu cela. Non, il y a un enclenchement dialectique déterministe. Le capitalisme ne pouvait pas précéder l'Antiquité, la société féodale ne pouvait pas être antérieure à l'esclavagisme romain. Tout se tient dans une logique qui fait que ce qu'il y avait avant a préparé ce qui y était après, et tout se tient dans un survenir qui fait qu'aujourd'hui, grâce à Hegel et à Marx, qui sont l'expression la plus radicale des luttes les plus radicales de leur temps et en prévision de tous les temps qui allaient venir jusqu'à aujourd'hui, tout se tient, tout se comprend et il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça que aujourd'hui, si on a lu Hegel et si on a lu Marx dans l'intégralité de ce qu'ils ont produit, en fonction des luttes de classe réelles qu'ils ont traduites et qu'ils ont saisies, et si on comprend toute la richesse théorique et pratique des groupes maximalistes qui, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, ont approfondi la perspective radicale, on sait tout, tout se tient, il n'y a pas de hasard, et la rationalité réelle fait que chaque moment de l'histoire mondiale est compréhensible, et chaque détresse individuelle est compréhensible, puisqu'elle est le reflet de cette histoire mondiale, que l'histoire mondiale a un sens, que c'est la crise terminale du capital, et que nos existences individuelles, c'est ce que je fais avec les patients que je reçois, chaque existence individuelle, dans ses questionnements, ses tiraillements et ses blessures, a la capacité radicale moi, ça me fait penser, de en fait, s'émanciper. ce que vous dites, quand Marx il dit que finalement le communisme, c'est l'énigme de l'histoire, quelque part, qui résout les contradictions entre... Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la contradiction entre l'individu, la volonté personnelle, et l'universel. C'est-à-dire, le communisme, c'est ça qui permettra que les deux aillent dans la même direction, quelque part. Et puis alors après, pour revenir sur le sujet des EMI, là, des expériences de mort imminente, c'est-à-dire, moi, quand j'ai vu ce truc-là, ça fait longtemps, hein, puisque sorti il y a 3 ans, je crois, et du coup, en fait, quand je suis tombé sur une phrase de Empédocle ou Parménide, je sais plus, ça, en fait, quelque part, ça m'a confirmé ce que j'ai vu dans le documentaire, mais d'une façon définitive, en quelque sorte, c'est-à-dire,
que j'ai la preuve ou pas un jour, c'est-à-dire je m'en fous parce que j'ai déjà la réponse dans les présocratiques, puisqu'ils ils te disent que ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire un individu, il existe aujourd'hui. On voit, il a un corps, et on dit quand il sort du ventre de sa mère, il naît, et puis quand il meurt, comment dire, quand il meurt, son corps se décompose, on dit que c'est la mort, quoi. Et justement, ils disent, ça c'est vraiment un langage de conditionnement, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui n'existe pas, et qui devient, et après ça n'existe plus. C'est-à-dire, tout ça est une même existence. C'est-à-dire, quelque part, il coupe la séparation entre vie et mort, puisqu'ils te disent qu'il y a une continuité. Et alors après, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça peut être une continuité dans la mémoire, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a en mémoire l'existence des hommes qui ont existé depuis, je sais pas, quand on parle des chasseurs-cueilleurs, on a en mémoire ces gens-là. Alors après, leur existence, la trace de leur existence, on les a dans des trucs qu'ils ont fait, des objets, on l'a et puis même peut-être, on pourra découvrir un jour, d'une manière entre guillemets scientifique, que leur conscience, ou leur âme, je sais pas, elle est à côté de nous. Mais si tu veux, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, le premier homme, Homo sapiens, homme moderne, je sais pas comment on dit, il a son existence encore une trace sur nos vies, tu vois, aujourd'hui. Donc quelque part, c'est cette continuité-là que les expériences de mort imminente ne vont pas, je sais pas, chambouler, tu vois, c'est pareil. Si ça existe pas, j'ai envie de dire dommage, mais si ça existe, ben c'est bien, tu vois, c'est une même dynamique, une même trajectoire, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. En fait, là, moi, par rapport à ça, c'est plus un questionnement sur est-ce que la conscience est un produit ou le résultat de connexion neurones, ou est-ce que elle a un en dehors de ça? Oui. En fait, Faut pas se poser la question comme ça, parce que là, vous retombez dans le binaire de ouais, la ouais. physique des lumières marchandes. Si vous voulez, la conscience, c'est pas le cerveau. Je peux, avec tous les appareils les plus sophistiqués qui soient, produire des IRM à l'infini de plus en plus précis, je ne détecte pas la conscience. Je détecte un cerveau qui est irrigué, qui a des zones qui s'activent, qui s'enferment, qui s'ouvrent, qui s'éveillent, qui s'endorment. Il y a des zones qui meurent, il y a des zones qui vivent, mais ça, on s'en fout, c'est un support. La conscience, elle passe par là, mais c'est pas ça, la conscience. Et de toute manière, le cerveau, il n'a pas été parachuté un beau matin par un acte de prestidigitation supranaturelle. C'est la longue histoire des hominidés qui, par leur pratique sociale, ont développé le cerveau. Il n'y aurait pas de cerveau s'il n'y avait pas eu la pratique sociale qui fait qu'à un moment donné, les hommes sont passés à l'alimentation... C'était en ce sens-là que Pardon ? C'était en ce sens-là que je disais à une connexion de neurones, mais due à l'histoire, en fait. Oui, mais si vous voulez, le développement du cerveau comme outil analytique et comme lieu dialectique où émerge la conscience de la pensée et la pensée de la conscience. C'est le résultat que Engels a très très bien montré dans Le singe, l'outil et l'homme, quand il montre que justement, à un moment donné, dans le développement de la pratique sociale des hominidés supérieurs, l'homme, en mangeant de la viande cuite, a libéré toute la mâchoire inférieure qui, si vous le voyez sur les primates, prend des formes de pesanteur musculaire énormes qui font que le cerveau ne se développe pas. Vous voyez un gorille, il a une énorme mâchoire inférieure et le crâne s'affaisse vers le bas. À partir du moment où l'homme a libéré sa mâchoire inférieure et qu'il a pu
par la viande cuite, mettre en marche un mouvement de facilité de toute cette zone, les muscles ont pu travailler la zone supérieure. Donc, il y a une pratique sociale à un moment donné qui a positionné un type d'alimentation, qui a positionné un type de transformation morphologique, qui a positionné une station verticale, qui a mis en marche la possibilité d'un larynx actif, qui a mis en possibilité le passage à des gestes différents et qui a mis en mouvement la possibilité d'une parole qui pense. Parce que je ne pense pas, et c'est pas ce penser qui fait que je parle. C'est pas la pensée qui rend possible la parole d'intelligence. C'est la parole d'intelligence en tant que pratique sociale qui rend possible la pensée. On a, à plusieurs reprises, fait des expériences sur des enfants abandonnés qui avaient toutes les collections neuroniques possibles, mais qui avaient été abandonnés dans cette phase de pratique sociale collective décisive des 4 à 6 ans, où justement, par la sensation, par le relationnel, par l'émotion, par la tendresse, par la parole, par le calcul, je me structure en pensée pensante. Et vous avez le cas de cet enfant de l'Aveyron, dont vous trouvez le bouquin recensé par Lucien Malson en collection 10-18, et qui a permis à Godard à Truffaut, pardon, de faire son film sur l'enfant sauvage. On récupère un être qui a entre 15 et 18 ans, il a toutes les collections neuronales, il a tout l'appareillage, mais il ne pourra jamais parler. Parce que la pratique sociale préalable nécessaire des 6 premières années, en communauté humaine, il ne l'a pas eu. Et malgré tout l'amour que va lui donner ce médecin avec sa femme de ménage et enfin sa cuisinière, bah, il terminera avec 12-13 mots. Il a toutes les collections neuronales pour produire, mais il ne produira jamais. Parce que ce n'est pas la connexion neuronale qui produit, c'est la pratique sociale qui active dans un rapport dialectique communautaire le devenir créatif de ce qui en résulte. Et parce que j'ai pas encore lu ce livre, et est-ce que cet enfant, il a la conscience être conscient? Alors, il faudrait le relire. Moi, j'ai lu ça il y a 25 ans, mais il a la conscience de son. On a la conscience de notre étendue pratique. Vous êtes une étendue, je suis une étendue. Hegel dit, l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Qu'est-ce qu'une conscience d'intelligence? C'est la vie existentielle d'un homme qui se saisit comme mouvement, ayant une destination dans un rapport social donné. Les primates ont déjà ça embryonnairement, mais ils ne l'ont qu'embryonnairement. Il n'y a que l'homme qui produit l'intentionnalité, dit Hegel. La pensée pensante de l'homme-homme, c'est la pensée d'une intentionnalité qui se matérialise dans une pratique sociale qui crée du nouveau et qui crée un lendemain. Cet enfant-là, il est dans une forme étouffée, il est dans une forme immature qui n'a pas pu produire cette conscience. Il est arrêté en chemin. Ok, donc c'est vraiment le résultat de l'histoire, le résultat de pratiques sociales. C'est, si vous voulez, les premiers hominidés, les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs ne parlent pas. Les tout premiers dans l'archaïsme de 50 à 60 millions d'années. Et progressivement, dans la coordination du groupe, pour la chasse, pour la cueillette, pour la coordination des défenses du groupe, vont émerger des gestes. Le geste est venu avant la parole. La parole n'est qu'un geste sonorisé. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, vous avez un bouquin de Leroy-Gourhan, qui est un préhistorien. Alors je ne sais pas s'il avait lu Marx, s'il l'avait feuilleté, mais tous les travaux de Leroy-Gourhan sur l'homme, le geste et la parole confirment justement toute la problématique posée par Marx et dans Engels, tant dans l'idéologie allemande que dans le singe, l'outil et le travail. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas la pensée qui se met à parler et puis qui se met à décider. Il y a l'immanence collective de pratique sociale qui produit des gestes,
les gestes qui produisent des sonorisations qui deviennent des paroles, et c'est ces paroles qui produisent la pensée en développement. Mais la pensée n'est rien d'autre que l'automouvement conscient de la pratique sociale de l'homme historique. Ok, non mais là c'est beaucoup plus clair là. Parce que je suis en plein questionnement en fait sur la nature du réel, etc., etc. Et puis, comme vous avez la chance de ne pas connaître Internet, J'y vais un peu quand même, mais le moins possible. Alors, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi, et on est vraiment très facilement perdu parce que. Il faut en revenir. Il n'y a qu'une seule manière de connaître la vérité. C'est d'accueillir le cheminement de la totalité du monde. Méthode, c'est méta-odos en grec. Et odos, c'est le chemin. Il n'y a pas 500 chemins, il n'y en a qu'un. C'est la véridicité accomplie. Alors, je veux dire que le problème, c'est qu'il faut dire aux auditeurs que la culture contemporaine de masse par l'image, c'est la culture du système des objets aliénatoires en pleine rayonnance. C'est-à-dire que vous pouvez additionner 500 000 vidéos, ce qui constitue aujourd'hui la culture de base de l'homme aliéné contemporain, puisque l'homme aliéné contemporain ne lit plus, il feuillette. Et l'homme aliéné contemporain, il est écrasé. Donc, il organise une culture de surface à travers du quantitatif vidéo. Mais le quantitatif vidéo, même le plus intelligent, il n'ouvre pas le chemin de la méthode radicale. Il faut de temps en temps se botter un peu les fesses et se dire, bon, il y a eu des pratiques sociales radicales dans l'histoire du monde, il y a eu des textes radicaux dans l'histoire du monde. Si je me bats un peu au présocratique, un peu à Hegel et un peu à Marx, même si je laboure tout le champ de la vidéo mondiale, j'avancerai pas d'un millimètre. À un moment donné, l'intentionnalité, c'est comprendre que la vérité s'inscrit en négatif des apparences, dans une pensée de subversion totale qui doit évidemment de temps en temps regarder des vidéos, mais si mon savoir constitutif n'est fait que de vidéos et de petits livres faciles et de petits journaux aisés, j'avancerai pas d'un millimètre et je serai tout le temps dans mon errance circulatoire et le jour où je mourrai, ben, j'aurai pas avancé d'un pet. Donc comprendre, ça nécessite un effort. Comprendre, c'est une dialectique d'intentionnalité qui fait que je m'empare de la richesse du monde, mais de la difficulté du monde. Donc, comprendre, c'est affronter la difficulté du monde dans un acte de méthode où, effectivement, je fais effort pour prendre ce que l'aliénation me cache. La vérité nous est cachée par l'aliénation. Mais le pire allié de l'aliénation, c'est cette servilité volontaire qui fait que les gens sont flemmasses. Flemmasses. Les gens vous disent souvent, mais on ne va pas se prendre la tête. C'est-à-dire que les gens rigolent, les gens déambulent, les gens se distraient, puis de temps en temps, il y aurait un temps où on se prendrait la tête. Les présocratiques, Hegel et Marx, nous ont appris qu'il n'y a pas de prise de tête. L'intelligence est une jouissance. Le savoir est un érotisme. Si demain je veux avoir une relation érotique merveilleuse avec mon compagnon ou ma compagne, il faut que mon érotisme ait de l'intelligence. Mon érotisme, c'est pas simplement un corps qui va aller se rassasier, c'est un corps qui va avoir une dimension ontologique, une verticalité lumineuse. La relation d'amour, c'est une relation de savoir. Le savoir est un émerveillement, l'émerveillement est une jouissance. La jouissance est un savoir, c'est une volupté. Donc, il n'y a pas les moments où je me prends la tête pour aller dans la difficulté du monde et les moments où je me laisse aller. La vie est une jouissance permanente et au cœur de la jouissance, il y a le comprendre offensif et radical. Donc il faut que les gens comprennent qu'ils ont, pour l'instant, sur cette terre, une existence. Il faut qu'ils se disent, tiens, si je mourais dans 8 minutes ou dans 15 minutes, qu'est-ce que j'ai fait de radical? Qu'est-ce que j'ai fait de jouissance offensive? Qu'est-ce que j'ai eu comme satisfaction nécessaire? Donc le compte à rebours a commencé, on n'a qu'une existence, il faut se jeter à plein vent dans la passion du monde pour comprendre, pour jouir, pour avancer et pour s'émanciper. Très bien. Ouais, non, ça m'a été utile au moins. J'y vois un petit peu plus clair, mais juste pour en revenir à Internet, en fait, on a beau lire et vouloir lire, en fait, c'est qu'il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont malhonnêtes ou pas, mais ils déforment les faits
tout s'entortille n'importe comment. Et ceux qui sont sur un chemin de compréhension, de radicalité, euh, peuvent être dévoyés en fait par des personnes avec de mauvaises intentions, ou je sais pas si c'est de la mauvaise intention ou de la mauvaise foi ou autre en fait. Mais Oui, c'est mais ce que vous disiez juste avant. seul qui est votre seule protection, c'est l'histoire dans sa conscience radicale. Debord dit à un moment donné dans les commentaires sur la société du spectacle, il y eut pendant longtemps de l'histoire, mais il n'y en a plus. Alors, il y a plus d'histoire dans le chaos gouvernemental, parce que même les chefs d'État aujourd'hui sont généralement des crétinisés anti-historiques et anti-culturels. Je veux dire que quand vous prenez Frédéric II ou Napoléon et que vous prenez Hollande ou Obama, vous voyez l'abîme culturel et historique. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques siècles, les hommes de l'État qui représentaient l'aliénation représentaient quand même une culture saturée de l'aliénation. Aujourd'hui, un homme d'État, il est ignare. Et la population docile, aliénée, elle est ignare. C'est pour ça que Debord dit, il y eut de l'histoire, mais il n'y en a pas. Donc la seule protection de votre richesse intérieure, dans votre volonté de compréhension et dans votre volonté d'émancipation, c'est l'histoire. Redevenir un sujet historique. Les présocratiques disaient, l'homme est un animal historique. Ce qui nous fonde, c'est l'histoire. La nature n'a pas d'histoire. Les plantes n'ont pas d'histoire. Les tortues n'ont pas d'histoire. Elles ont un mouvement dans la durée et ce qui a changé leurs habitats, leurs pratiques, la plupart du temps, c'est la pratique de l'homme. L'homme est le seul sujet de la planète à avoir une existence historique. Et nous vivons le temps où cette existence historique est tellement dénaturée que des millions d'individus vont sur Internet totalement déshistoricisés pour comprendre ce qui arrive. Ils n'y arriveront jamais. Il faut se réhistoriciser d'abord dans un acte d'émancipation où on reprend les textes fondamentaux de notre histoire. Parce que si Hegel, les présocratiques et Marx sont les textes fondamentaux, c'est parce que c'est les textes qui ont été au plus loin de la critique radicale. Et donc la critique radicale, c'est radicus, c'est les racines. Retrouver mes racines humaines d'hommes historiques pour comprendre ce qui arrive. Et à partir du moment où je comprends ce qui arrive, à partir de cette saisie de mes racines historiques, je deviens totalement incontrôlable, totalement non manipulable, parce que j'ai l'axe historique de la compréhension, j'ai la certitude de la certitude dont parle Hegel, je comprends la totalité de ce qui a produit du néolithique jusqu'à aujourd'hui le développement des forces productives de l'aliénation, je comprends ce qu'est le Moyen-Âge, je comprends la féodalité, je comprends le despotisme asiatique, je comprends la Première Guerre mondiale, je comprends la Deuxième Guerre mondiale, non pas au sens où je deviens une gigantesque bibliothèque statique cérébrale, mais au sens où j'ai la compréhension charnelle de la grande ligne historique de production de l'histoire. Et à partir du moment où j'ai ça en moi, cette conscience érotique, cette conscience charnelle, cette conscience subversive, aucun pouvoir ne peut me faire plier sur un mensonge quel qu'il soit. Je ne suis plus dupe de rien. Donc, il faut s'armer théoriquement, et quand on est armé théoriquement, on peut être armé pratiquement. Donc, il faut appeler tous les gens qui nous entendent et qui veulent avoir une vie d'intelligence, une vie de compréhension, une vie d'amour et une vie de radicalité, à la seule chose qui soit importante, c'est l'armement théorique. Armez-vous théoriquement. C'est ce que disait Marx dès les premiers textes de 1843. Il y aura un jour la critique par les armes, quand il y aura effectivement la révolution sociale mondiale et que l'aliénation voudra nous écraser et qu'il faudra riposter. Mais avant la critique des armes, il y a les armes de la critique. Et les armes de la critique, c'est comprendre que nous sommes des sujets historiques qui devons saisir la totalité de l'histoire pour pouvoir nous comprendre nous-mêmes. Tu parlais des gens malhonnêtes et tout, qui racontent un peu n'importe quoi. Et en fait, je pense il y a deux aspects. Il y a l'aspect qu'en fait, comme dit Cousin, en fait, c'est des gens, ils lisent pas. Et donc, en fait, il faut qu'on trouve un sens à sa vie. Si tu veux. Donc, quelque part, tu t'accroches à ce que tu peux, tu vois. Donc, après, tu te fais ton propre... Mais je veux dire, ça, c'est pas forcément les gens malhonnêtes, c'est n'importe qui dans cette société. C'est-à-dire que... Je disais malhonnête ou pas. Il y en a qui sont malhonnêtes. Si vous voulez, c'est surtout des gens perdus. Hegel nous dit, la grande errance du temps contemporain, c'est la perte de l'homme dans l'oubli de l'être. Il y a deux choses essentielles que
la plupart des gens ignorent. La première chose essentielle, c'est que pendant des siècles et des siècles, 1000 fois plus nombreux que les siècles de domination, les humains ont vécu dans ces communautés communistes même non accomplies, la non-division, pas d'argent, pas d'État, pas de pouvoir coercitif, ni religion, ni droit, l'immanence de la communauté. Donc les gens ne le savent pas. Donc les gens sont persuadés qu'il y a toujours eu du dressage, qu'il y a toujours eu de l'oppression. Vous savez, la fameuse formule débile, il y en a toujours qui veulent désirer, qui veulent toujours du pouvoir. Mais sauf qu'on ne veut pas du pouvoir quand l'espace social interdit le pouvoir. Et dans la communauté, il ne peut pas y avoir d'espace névrotique de pouvoir, donc il n'y a pas de chef. Il faut qu'il y ait un espace névrotique de pouvoir pour que des gens paumés veuillent sublimer leur errance d'impuissance en disant « puisque je suis impuissant, je veux du pouvoir ». Et la deuxième chose, c'est que les gens ignorent le temps de la révolte radicale. Depuis que les communautés ont été dissous par la société de l'avoir et que le despotisme de la civilisation s'est mis en mouvement, il ne s'est pas passé une année, il ne s'est pas passé une journée sans que sur un endroit donné, un homme, des groupes aient contesté, se soient insurgés, se soient mis en situation de bouleversement social. Donc toute notre histoire est une gigantesque lutte de classe contre la domination de l'aliénation, et les gens ne savent pas ça. Donc si on ne se réapproprie pas l'histoire que le système parce que oui, donc nous a ce que je volée, disais, c'est on qu'il y a comprend des rien. gens, enfin la majorité des gens lisent pas, mais c'est pas, c'est-à-dire c'est dans l'air du temps, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que ils se donnent un sens à leur vie avec tout un tas de théories vraies ou fausses, et après c'est ce qui leur permet de travailler, je sais pas, de justifier tout un tas de choses. Pour pas déprimer ou j'en sais rien, tu vois, pour pas s'effondrer. Et donc il y a cet aspect que les gens lisent pas, mais après il y a les gens qui partent de ça et qui veulent être des marchands de bouquins, enfin je sais pas, des marchands de tout un tas de choses. Le concept aux États-Unis des mecs qui font 40 bouquins sur le pouvoir des trucs mystiques ou j'en sais pas quoi. C'est-à-dire, les mecs ne croient... En fait, les mecs ont même pas besoin de croire à ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire, ils font des trucs, ils inventent des trucs, après ils font des bouquins, et après ils deviennent millionnaires, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et quelque part, les gens dont tu parles, qui sont pas encore des millionnaires ou qui le sont pas tout court, ils sont dans cette problématique-là. C'est-à-dire... ils font pas commerce de leur théorie, mais il y a une volonté de vouloir trouver un sens à la vie, et tu vois, et après tu peux aller dans tous les sens, et c'est pour ça qu'après qui peuvent trouver un oui, sens à leur plein de vie manières, dans l'opposition. mais du coup c'est pour ça que la méthode alors après ça paraît le mot méthode il veut rien dire en soi, mais c'est quand même important, c'est-à-dire il faut un axe, tu vois, et c'est pour ça que Debord il disait avant, quand les gens lisaient, quelque part ils avaient un lien avec toute l'histoire des hommes qui nous ont précédés. Donc même si c'était des théories qui allaient dans tous les sens, c'était des théories qui s'appuyait sur toute une histoire humaine à travers la lecture. C'est-à-dire, depuis les premiers textes de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'à ce qui s'est produit au XXe siècle, parce que bon, aujourd'hui, on commence à être dans les trucs bizarres. C'est-à-dire, quand tu as toute cette culture humaine, comme il dit, anté-spectaculaire, c'est-à-dire avant le spectacle, la société du spectacle totalement réalisée, les gens, ils avaient des expériences qu'ils mettaient dans un bouquin. Donc il y a les gens qui mettent des expériences pratiques, genre une révolution qui a lieu dans tel ou tel endroit, et puis on a une expérience qui est écrite. Et puis après, il y a tous les concepts, Marx, Hegel et tout ça, et quand tu as les deux, quelque part, la lecture, elle a un sens, vraiment. Tu vois, et aujourd'hui, bon, en fait, à la limite, les seuls trucs que les gens lisent, c'est les lectures des escrocs. Des mecs qui en ont rien à foutre, qui veulent juste vendre des bouquins et raconter de la merde, tu vois. Donc, et c'est vraiment 0,1% des gens qui écrivent, enfin peut-être pas 0,1%, mais une minorité de gens qui écrivent des trucs intéressants, et quelque part, ils disent rien de nouveau, tu vois. On retombe là-dessus. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est pas quelque chose, qui est un accident, après. C'est comme ça. C'est la culture Internet, tu vois.
Mais quelque part, nous, on est nés dedans. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, mais il faut quand même voir les côtés négatifs. C'est-à-dire, et c'est là que la méthode, elle te permet de voir les côtés négatifs, tu vois, et de t'en... Mais après, moi, je pense que, en fait, les gens qui s'égarent, quelque part, c'est pas grave, parce que, si tu veux, c'est un peu comme l'histoire, c'est-à-dire, il y a le développement du capitalisme, c'est pas un truc qui va dans une direction enfin, à la même vitesse. C'est-à-dire, des fois, ça se freine. Enfin, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est la critique radicale ou la méthode. C'est-à-dire, tu peux très bien, à 20 ans, je sais pas, tu lis énormément Marx. Après, tu t'en éloignes, tu vas dans des trucs, la Lune, les espèces extraterrestres et tout. Parce que le truc de Marx, t'as pas réussi à voir ce qu'il y avait d'intéressant dedans. Et puis, 10 ans après, t'en as marre des trucs bizarres et tu reviens à Marx. Et c'est-à-dire, c'est à un niveau individuel que quelqu'un se perde. En fait, on s'en fout parce que, justement, le truc qui est important au final, c'est que ce que les gens pensent, c'est déterminé, si tu veux. C'est quelque chose qui est déterminé par où ils vivent, dans quoi ils vivent. Donc quand quand on aura une vie sociale débarrassée de l'argent, de l'État, tout ça, on s'en fout en fait de tout ça. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est normal tout ça, tu vois. Il faut toujours en revenir à l'angoisse constitutive. Moi, j'ai une patiente qui croyait réellement qu'en tirant le tarot, elle produisait le devenir explicatif des mouvements qui allaient faire sa vie future. Le problème, et là encore, il faut en revenir à la pratique sociale. On a vu tout à l'heure que Marx dit que le problème, c'est pas le sujet et l'objet, que le sujet et l'objet n'existent pas. Ce qui existe, c'est la pratique sociale d'autoconstitution du sujet et de l'objet. Dans le cadre de l'analyse philosophique, je n'allais pas péremptoirement lui dire, vous savez, c'est nul le tarot, c'est de l'alchimie onirique, c'est de la magie obscurantiste. La question devait être, qu'est-ce qui, dans sa pratique sociale, a constitué le sujet angoissé qui a eu besoin à un moment de l'objet fétichiste tarot de Marseille. Donc, quand quelqu'un vous dit du faux, étant donné que le faux, le faux, c'est pas simplement une non-concordance entre un mot et une chose. La vision classique du faux, c'est il n'y a pas d'adéquation entre le mot et la chose. Donc c'est faux. Je donne un mot, je l'applique à une chose, il n'y a pas concordance, c'est faux. Marx et Hegel font péter ce truc-là, en montrant que le vrai est une pratique sociale, le faux est une pratique sociale. Donc, poser la question du vrai ou poser la question du faux, c'est poser la question qui fait véridicité dans la relation dialectique qui lie le sujet à l'objet, dans l'histoire de leur constitution, qui fait implication réciproque. Donc la question qu'il fallait qu'on élucide dans l'analyse philosophique, c'était à partir de quel niveau d'angoisse un sujet historique qui est dépossédé de son histoire et qui n'a pas et la théorie et la pratique de réappropriation de son histoire va la déplacer dans un univers allégorique qui la dispense de creuser. Au lieu de comprendre que mon existence est une pratique sociale et que c'est moi qui fais mon advenir, parce qu'il y a effectivement un cheminement de pratiques, de rencontres qui font que je suis l'acteur de ma propre histoire. Le mode de production, c'est le mode de production de l'aliénation mondiale, mais chacun d'entre nous est la force productive de son existence dans la contradiction aliénation des aliénations. Donc la question, c'est pas de dire le tarot de Marseille, c'est faux. La question, c'est pourquoi mettez-vous votre vérité existentielle dans le tirage des cartes? Autrement dit, au lieu d'avoir une pratique historique, érotique, de conscience radicale qui fait que je m'empare de ma vie et je décide d'en être l'autodétermination, l'automouvement, je capitule dans une explication suprasensible qui fait que s'il m'arrive quelque chose, ça vient d'ailleurs et c'est d'ailleurs dissible dans les cartes. Donc le problème, c'est pas de démonter le mensonge des cartes,
c'est d'arriver à un moment donné où cette personne se dit, mais oui, bien sûr, pourquoi ai-je besoin de ça? J'ai besoin de ça pour faire écran à mon errance, pour faire écran à mon inaptitude à être une vraie réalité historique. Donc, je démissionne, et puisque je démissionne, il faut que je trouve un substitut. Le substitut, c'est pas l'histoire qui fait l'histoire, c'est les cartes qui précisent l'histoire. Je vous dois la vérité, donc puisque je vous dois la vérité, je vous dois la secousse. Dire la vérité, c'est déchirer le voile qui fait écran et qui fait qu'on reproduit à l'infini le spectacle de l'aliénation. Pourquoi il faut aller à Marx? Pourquoi il faut aller à Hegel? Pourquoi il faut aller au présocratique? Parce que comprendre le monde, ce n'est pas additionner des états d'âme. Vous me dites, Bertrand Russell, il pense que la religion... Pourquoi à un moment donné, Heidegger a pu dire, en montrant à ses élèves le fragment de Parménide et en disant, si on comprend le fragment de Parménide jusqu'au bout de sa radicalité, toutes ces gigantesques bibliothèques sont d'une inutilité flagrante. Parce que Bertrand Russell, dans sa subjectivité, dans son état d'âme, il pense que ce n'est pas des dogmes et que c'est un état d'âme. Et sur quelle base? Sur quelle analyse historique? Et le gros problème aujourd'hui qu'on retrouve sur les forums, qu'on retrouve dans toutes les rencontres, c'est « moi je pense ». Selon moi, on voit tout le temps des rencontres où c'est « selon moi », à mon avis, je pense que, mais on s'en fout du « je pense que » ou du « selon moi ». Ce qui compte, c'est la réalité matricielle de l'histoire objective qui s'est développée et dont Hegel et Marx ont fait la synthèse parfaite, puisque à supposer que certaines personnes se mettent à lire Hegel et Marx, au-delà de ce qu'on a raconté sur Hegel et Marx, ils verront que ce ne sont pas des auteurs du XIXe siècle, mais qu'ils ont prévu jusqu'à la plus haute précision toute la cybernétique du capital contemporain. Il y a tout dans Hegel et dans Marx. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'une religion? Une religion, c'est bien évidemment un relié aliénatoire qui, après que les communautés sacrales de l'immanence première se soient dissoutes, il a été nécessaire de les relier par un appareillage idéologique qui justifiait, par un ordre supranaturel, l'ordre naturel. Donc, une religion, c'est précisément un dogme, même si les gens peuvent avoir aussi des états d'âme. Mais Russell pense ça. Bon, après, je peux ouvrir un bouquin de Kropotkin. Kropotkin pense ça. Après, j'ouvre un bouquin de Proudhon. Proudhon pense ça. Alors, c'est quoi la vérité? Je mélange tout ça, je secoue et je fais une synthèse? Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tout ça, c'est le savoir du faux qui part de la subjectivité individuelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre le savoir vrai et le savoir faux? C'est que le savoir vrai part de la totalité historique en mouvement, appréhendée comme telle que Hegel et Marx le font, mais que toutes les pensées pensantes du sujet individuel qui croit découvrir sont systématiquement des erreurs et des affabulations, parce que justement, c'est de l'idéologie. Il faut lire l'idéologie allemande de Marx de 1846. Les gens fabriquent des idées en imaginant que cette fabrication correspond au monde. Alors, autant d'hommes, autant de fabrications. Le monde est-il gris, bleu, rouge? Alors chacun, vous savez, cette expression, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité. Non, il y a une vérité objective, mais tant que les gens n'ont pas cette vérité objective, ils s'imaginent qu'il y a des vérités subjectives.